la postérité. Ouais. Fait dans ce premier exercice sur les. Ça, c'est un exercice sur les vis de transmission. Ok. Euh, Principalement sur les vis Acme. Ça me sort toujours ça en rouge, mais c'est pas nécessaire. Ouais. Fait qu'on a un actuateur linéaire. En fait, on a comme un moteur linéaire. Donc, on a notre moteur électrique qui est ici. On a un petit système de transmission. D'accord. Donc, on a un petit gearbox ici. Euh, et là, on a notre arbre de sortie. Donc là, on a notre vis qui va tourner. Elle reste, elle fait juste tourner. Et là, on a une, en fait, je sais pas pourquoi c'est pas écrit ici, là, mais ici, on a notre noix, notre écrou. Puis l'écrou, lui, est fixé sur une tige ici. D'accord. Donc, quand on vient mettre cette vis-là en rotation, ça vient déplacer ce plongeur. D'accord. Donc, c'est comme un vérin pneumatique. Sauf qu'ici, il n'est pas alimenté avec de l'air comprimé ou avec de l'huile, il est alimenté simplement avec une vis de transmission. Mais ça fait exactement le même mouvement à la sortie. On a simplement un mouvement de translation. Donc ce petit plongeur-là, lui, va sortir et rentrer selon seulement cette direction-là. Euh, pour l'activer, on a une vis qui a un diamètre de 12 mm. Donc ça, c'est un diamètre nominal. On a c'est comme ça. On a un pas qui est égal à 4 mm et un nombre de départ de 2 départs en fait. Mais ça veut dire quoi, un deux départs de filet? Ça veut dire que tu pars avec qu'il y a deux filets qui vont pas s'entrecroiser mais qui vont être autour de la vis. Il y a deux filets qui partent comme ça puis qui s'entourent. Ok. Je peux remonter. Oh, oui, moi. Non, peut-être ici, on avait vu ça en cours, là, mais on voit j'ai un filet qui part ici. Là, on voit le début. Puis juste après, on voit que j'en ai un autre qui part. D'accord. Puis encore juste après, j'en ai encore un troisième qui part. Puis lui, j'en ai un quatrième qui part. D'accord. Donc elle, si tu regardes, j'ai comme quatre départs de fil. Donc en fait, j'ai quatre filets. C'est-à-dire que ce filet qui est ici, ben, en fait, c'est pas le même que celui qui est au-dessus. Puis c'est pas le même que celui qui est au-dessus. C'est pas le même que celui-là. Mais c'est le même que celui-là. D'accord. Donc j'ai vraiment quatre filets qui sont entrecroisés. Ben, pas entrecroisés, mais qui sont les uns à côté des autres. Euh, donc celle-là, c'est juste un double départ. Vitesse d'avance. C'est 20 mm par seconde. La vis est en acier, puis l'écrou en laiton. Ça, c'est pour trouver le coefficient de friction. En fait, tout ce qui nous intéresse ici, c'est le coefficient de friction. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout de suite aller chercher les données. Pour faire ça, j'ai besoin d'un PowerPoint. On va aller chercher lui. On va faire ça comme ça. Vis de transmission. Probablement lui. Donc, le coefficient de friction, on l'avait quelque part par là. Et ici. Donc, on l'avait dans ce tableau-là. On va prendre lui. Ici. Ça va. Ok, il met ça en rouge, lui. Étrange. Très étrange. Hey, c'est malade, ça fonctionne ça. Ok. Donc on avait un coefficient de friction. J'avais dit quoi? J'avais dit vis en acier. Lubrifié, je pense.
On utilise de la graisse pour la lubrification. Ouais, peut-être la même chose, ça va pas être sec anyway. Donc on est ici. Et on a un écrou en laiton. Okay, donc en brass. On n'écrit pas, d'accord? Donc on aurait entre 0.1 puis 0.15. D'accord? Donc c'est sûr que ben, la manière de faire la plus conservative, ça va prendre la friction la plus élevée. Là. Okay. Bon, on pourrait aussi calculer les deux, on fait ça dans un fichier Excel. Et on a une charge qui s'oppose de 25 newtons. Donc la force ici est 25 newtons. Puis nous, dans notre cas, elle s'oppose au déplacement. Donc mettons que si mon plongeur, lui, sort il est en train de sortir, la force qu'on va avoir va aller dans la direction là. 5 newtons comme ça. Okay. Good. Et à partir de là, on veut avoir la vitesse de rotation maximale en RPM de la vis. Okay. Donc, est-ce que je peux faire ça à côté? Moi, je pense que je dois avoir cette place. Okay. Pour ma question 1, on veut la vitesse de rotation. Okay. On sait que la vitesse d'avance, c'est mon RPM multiplié par le lead divisé par 60. Ça, c'est juste un problème de conversion. Donc, c'est 60 secondes par minute ici. Okay. Parce que principalement, mon RPM ici, lui, est en tours par minute et ma vitesse d'avance, elle est en millimètres par seconde. D'accord? Mon lead, lui, il va être généralement en millimètres, puis ma vitesse d'avance est en millimètres. Mais si elle est en mètres, il faut penser à convertir les unités. D'accord? Donc ici, ça fonctionne bien, mais il faut faire attention dans certains cas. Ce qu'il me faut ici, c'est mon lead. Je ne l'ai pas. Donc mon L ici, on sait que c'est le pas multiplié par le nombre de départs. Mon pas, c'était 4 mm, multiplié par 2 départs. On arrivait à 8 mm. Okay. À partir de là, je peux aller chercher mon RPM. On va avoir ma vitesse d'avance, 20 mm par seconde, multiplié par 60 secondes par minute, multiplié par... c'est bon, multiplié par ma... non, c'est tout. Divisé par mon lead. Je peux le mettre tout de suite, en fait. Divisé par 8. Okay. Est-ce que j'ai fait ça? On part par ici. 7. J'arrive à 150. Est-ce que ça rentre ici? 150 RPM. Okay. Ça va? Ouais. Trop de problèmes avec ça. Normalement, ça doit pas être la partie la plus compliquée. Bon, même la deuxième n'est pas si compliquée que ça. Ensuite, on veut aller déterminer le couple maximum que devra fournir la vis. Donc, c'est sûr que ce n'est pas le couple que va devoir fournir le moteur, parce qu'ici, on a une transmission. Mais ça va être le couple vraiment pour faire tourner cette vis-là. Donc, en fait, c'est quel couple on a besoin d'amener à la roue ici pour pouvoir faire avancer notre vis pour compenser les 25 newtons qui s'appliquent dessus. On va faire ça ailleurs. Donc là, on a notre filet, qui est un filet Acme. Et donc dans ce cas-là, on a une force qui va s'appliquer, qui va être un petit peu inclinée. D'accord? Et on avait vu que l'angle, ici, pour un filet Acme, cet angle-là, c'était phi divisé par 2, c'était en fait 14,5. Parce que pour un filet type Acme, l'angle entre les filets, l'espèce de trapèze, ici, c'est 29 degrés. Donc on avait la moitié, donc c'est-à-dire 14,5 degrés. Donc ça, pour pouvoir trouver le couple,
j'ai besoin de plusieurs informations. En fait, on peut aller regarder la formule tout de suite. C'est ici. D'accord. Donc, si on y va... peut-être que je mette ça là, en fait. C'est comme ça. Donc, donc, on avait vu que dans le sens opposé, on avait cette formule-là. Okay? Et le problème, c'est que ça, c'était pour un filet de type carré. Donc, dès qu'on a un filet trapézoïdal, dès qu'on a un filet Acme ou un filet buttress ou n'importe quel autre type de filet un petit peu custom, il faut qu'on aille rajouter cet angle ici. L'angle du filet, finalement. Et on avait vu que cet angle-là, ben, ça correspondait à la séquente de l'angle du filet. Donc, séquente de phi ici. Donc, pour un filet Acme, on avait 14,5. Je peux prendre cette formule-là et l'appliquer. Le seul problème, c'est que j'ai besoin de mon diamètre primitif. Moi, ce que j'ai, c'est mon diamètre nominal. Pour le diamètre primitif, pour le Acme ici, on a que le diamètre primitif se trouve ici, à cette distance-là entre le diamètre nominal et le diamètre primitif. Donc, il faut que je retranche cette hauteur-là 2 fois, parce que finalement, c'est un diamètre. Donc, si je me représente ça, ici, si je le fais des deux côtés, bon, ça va pas être... Je vais essayer de faire ça bien, mais ça risque d'être un petit peu pourri quand même. Ok, donc j'ai mon filet qui est ici, on va le faire un petit peu plus bas. Ok, et puis j'ai mon filet qui s'en va de même. Bon, c'est pas si pire. Ok. J'aurais pu le faire un petit peu plus large, ça aurait été plus facile. Okay. Ça, c'est mon diamètre nominal. D'accord. Mon diamètre nominal. Et mon diamètre primitif passe par quelque chose comme ici. Quelque chose comme ici. D'accord. Donc, ce que j'ai besoin de faire, finalement, pour aller chercher mon diamètre primitif, c'est prendre mon diamètre nominal extérieur, puis enlever 2 fois cette distance-là. D'accord? Et cette distance-là, on vient de le voir juste avant, ici, ça, c'est la moitié de 0, c'est la moitié de la moitié du pas. D'accord? Donc, ce que je vais faire, ici, j'ai cette distance-là. Je vais essayer d'écrire comme ça. C'est la moitié de 0,5 p. D'accord? Parce que ça, en fait, ça, c'est la hauteur de la dent. Donc, en fait, ça, c'est équivalent à dire que c'est 1/2 de la hauteur d'un filet, pardon, pas d'une dent. Okay. Et puis, évidemment, il faut que j'enlève des deux côtés. D'accord? Donc, ça revient à me dire que... On peut le mettre en rouge. Ça revient à dire que mon diamètre primitif, ici, ça va être égal à mon diamètre nominal moins 2 fois 1/2 de... C'est un peu chiant. 1/2 du pas. D'accord? Donc évidemment, tous ces trucs-là s'en vont. Là. Ça s'en va. Dans le cas du Acme, ça s'en va, ça s'en va. D'accord? Et on retrouve bien sur la formule qu'on avait vue en cours, qui était que le diamètre nominal, c'était que le diamètre primitif, c'était le diamètre nominal moins 0,5 fois le pas. Okay? Mon diamètre nominal, c'était 12 mm, moins 0,5 multiplié par mon pas qui était de 4 mm. Okay. Ce qui nous amène à 10 mm. Okay. Donc j'ai mon diamètre primitif, approximatif, d'accord? Ça va pas être le réel, dépendamment de comment le filet a été taillé, pour prendre en compte les tolérances, puis évidemment les jeux aussi. Maintenant qu'on a le diamètre primitif, on peut aller chercher le couple. D'accord? Donc, le couple, je l'avais avec cette formule. Je vais la réécrire. Si on l'aura devant les yeux. En fait, je vais me faire mieux que ça.
comme ça. Est-ce que je peux faire ça? Ça va plus malade, je peux faire ça, ouais. Ah, je peux pas. Oh, ça va être trop beau. Bon, tant pis, je vais arrêter. Fait à partir de là, mon couple que je vais fournir, ça va être ma force appliquée multipliée par le diamètre. Je vais remettre la même nomenclature quand même. Diamètre primitif divisé par 2, multiplié par mon lead plus pi coefficient de frottement multiplié par mon diamètre primitif, multiplié par la séquente de mon angle de filet, c'est-à-dire 14,5 dans ce cas-là, divisé par pi multiplié par le diamètre primitif, moins mon coefficient de frottement, le lead multiplié par la séquente de phi. Right? Fait que là-dedans, le plus gros challenge, c'est juste de ne pas se tromper quand on rentre les valeurs. Ce qui, personnellement, m'arrive une fois sur deux. Mais si on rentre ça correctement, on devrait avoir donc la force ici, c'est 25 newtons. Mon diamètre primitif, je peux le laisser en millimètres, pas de problème, tout va s'annuler. Donc multiplié par 10 divisé par 2. Multiplié par mon lead, c'était 8 mm, plus pi multiplié par mon frottement. Je vais prendre le plus gros dans mon cas, 0,15, mais on pourrait calculer avec les deux. Multiplié par 10, multiplié par la séquente de... Là, faut, mon angle est en degrés. La plupart du temps, il faudrait le mettre en radians, d'accord? Dépendamment de comment votre calculatrice est programmée. Sûr que si vous le faites dans Excel, il faut le mettre en radians parce que la fonction séquente, elle accepte que une valeur en radians. Si vous le faites dans votre calculatrice, probablement qu'elle est en radians, donc ça devrait convertir automatiquement. Mais sinon, faut le. Non, votre calculatrice va être en degrés, sauf si vous avez fait un cours de maths avant où ils vous ont obligé à le mettre en radians. Okay. Donc ici, on va mettre 14,5, puis il faut faire la conversion aux besoins. Divisé par pi multiplié par mon diamètre primitif moins moins 0,15 pour mon frottement multiplié par 8 multiplié par la séquente du 14,5. Et théoriquement, si tout se passe bien, on va arriver à un couple de 53, mettons 0,3. Ici, on a mis des forces en newton. Donc ça, c'était en newton. Et tout le reste ici, c'était des millimètres. D'accord? Donc, l'unité que vous allez trouver, si vous avez gardé ces unités là-dedans, c'est évidemment des newtons millimètres. D'accord? Faites attention à ça. J'ai une question. Ouais. Vu qu'on retrouve pas mal de termes semblables dans la fraction, il y a pas moyen de simplifier ça? Non. En fait, oui, avec, on aurait pu mettre le tan de l'angle d'hélice. On avait vu qu'on pouvait remplacer, je sais plus mais en fait, mu fois pi mu dp, je pense qu'on peut le remplacer par le tan de notre lead. Donc ça simplifie un peu la formule, mais non, il n'y a pas tant de simplification que ça à faire. Sachant qu'ici, en fait, le seul problème, c'est que tu as une addition, une soustraction au dénominateur, donc ça peut pas si facilement se simplifier que ça. Quand même. J'ai essayé, là, ça prend... juste à démontrer cette formule-là, elle prend quelques pages quand même, là, la simplification. Là. Fait que non, il n'y a pas tant moyen que ça. Ok. Sinon, je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Mais pendant le cours, je vous ai montré j'ai une forme plus simple où j'utilise le tan de l'angle d'hélice. J'ai perdu ma voix. Ça peut être plus simple comme formule, effectivement. Je vous l'ai montré vous regarderez la vidéo, là, je vous l'ai montré. Là. Ça revient au même.
Même ça, c'est la plus couramment. C'est celle qu'on retrouve dans les livres, c'est pour ça que je voulais laisser comme ça. Fait que c'était ça. Est-ce que ça va? Yes. Voyons, je vais faire tout mon allergies. Good. Je vais vous laisser regarder un petit peu le 2 qui est un petit peu plus délicat, puis j'aimerais ça que vous me posiez des questions parce que c'est là qu'on va voir si vous avez compris. Ok. Le premier est un petit peu straightforward, là, on appliquait les formules. Le deuxième, il y a un petit peu plus de compréhension. Juste, on peut le regarder vite fait, au moins l'énoncé. C'est pas ça. C'est pas ça. Ok. C'est pas ça que je voulais faire. C'était ça que je voulais faire. Observer, ouais. Ok. J'y arrivé. Parfait. Ok. C'est un peu fou ça. Ok. Fait que, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va essayer de concevoir une espèce de petite presse manuelle à partir d'une vis. Ok. Donc en fait, c'est comme si on avait un petit peu ce truc-là, là, puis qu'on voulait s'en servir pour venir presser. D'accord? Donc imaginez qu'on a comme ça qui est fixé, puis on vient déplacer la vis. D'accord? Puis en déplaçant la vis, bien évidemment, elle monte jusqu'à ce qu'on ait, mettons, une plaque en dessous, puis là, ça vient presser. D'accord? Donc c'est sûr que quand vous allez venir serrer ça, ça va venir appuyer dessus. D'accord? Donc votre vis, mettons, va venir appuyer sur la noix comme ça. D'accord? Quand vous venez serrer. Donc c'est sûr que là, ça va vous donner un petit peu le sens sur lequel on va appliquer sur quelle direction du filet on va venir appliquer. D'accord? Venir appuyer. Donc ça, c'est quand je vais venir monter. D'accord? Donc quand je vais venir serrer, ça vient appuyer comme ça. Puis quand je viens descendre aussi ma vis, ben, c'est sûr que le poids vient s'appliquer pareil sur la même direction. D'accord? La seule différence, c'est que dans un des cas, je suis en train de monter ma vis, puis dans l'autre cas, je suis en train de la descendre. D'accord? Mais dans tous les deux cas, que je sois en train de presser ou en train de descendre ma vis, la force appliquée est toujours orientée vers le bas dans mon cas. D'accord? Donc la première chose à faire, ça va être d'orienter les filets. Ça va être d'orienter au moins pour faire les calculs, de savoir dans quelle direction je vais mettre mon filet, ou du moins la force va s'appliquer sur quel côté de mon filet. D'accord? Ça va? Fait que je vais juste regarder ça un petit peu. Puis vous me dites s'il y a des problèmes. J'ai une question. Ouais. Pourquoi dans l'angle du filet, on prend le 3 degrés et pas le 30? Parce que tu as regardé la réponse. Ouais, je suis bien obligé. Euh, Je suis coincé. euh, pour la simple raison que ce genre de filet-là, c'est fait pour aller dans une
pour supporter une charge dans une seule direction. Ok. Euh, on avait vu que les filets carrés, eux, ils ont l'avantage d'avoir une meilleure efficacité parce que la charge qui vient s'appliquer vient s'appliquer directement, perpendiculairement à la surface. Ok. Puis les filets Acme, ils ont comme avantage d'avoir une pente ici, donc ça fait un petit peu comme les barrages, donc ils sont plus résistants. D'accord. Donc on a deux choses qui sont particulièrement bien faites, sauf que elles sont pas vraiment. C'est deux filets différents. Ok. Donc elles ont une bonne efficacité, puis elles ont une bonne résistance. Ok. Donc ce que les gens se sont dit, c'est qu'on dit on va garder le meilleur des mondes, ok. Puis on va faire un filet qui est à la fois avec une pente, comme ça, à l'arrière, puis à la fois droit, ou à peu près droit, pour avoir une bonne efficacité. Ok. Le seul problème de ça, c'est que il faut que la charge soit appliquée sur cette partie-là du filet pour que ce soit efficace. D'accord. Donc, c'est comme si on avait un filet qui a une bonne efficacité parce que la charge est appliquée presque perpendiculairement. On parle de 3 degrés dans ce cas-là. Et en plus de ça, à l'arrière, on a comme une pente qui va faire en sorte que la résistance du filet va être améliorée. D'accord. Le seul problème, c'est que dans l'autre direction, c'est tout le contraire. Donc, si j'applique une force dans le sens là, j'ai une mauvaise efficacité et en plus, j'ai pas une bonne résistance. D'accord. Donc les filets comme ça, buttress, eux, sont vraiment faits pour supporter des charges dans une seule direction du filet. Et cette direction-là, il faut que ça s'applique sur le 3 degrés. Et pas sur le 30 degrés. D'accord. Ok, je vois, ouais. Est-ce que ça va?
Vous voulez qu'on regarde ça ensemble? Ouais, je comprends pas l'histoire du H1 dans le numéro, la question 2. Oh, c'est pas compliqué, c'est là. Bah, ça, mais je sais pas d'où il sort le 0, ok, 0.75. C'est beau? Je vais en faire. Ok. Dans le fond, ici, on a un filet un petit peu custom parce que c'est pas le standard du filet buttress. Là. Fait qu'on a un filet avec un angle ici de 30 degrés puis un angle de 3 degrés. Donc un angle total entre les filets de 33 degrés. Le standard, ce serait plus 45 et 7, je pense, pour un standard Acme. Un standard buttress. Là. Donc là, il est un petit peu custom. Mais c'est pas très grave parce qu'on nous donne directement les différentes propriétés du filet à gauche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en servir pour faire une petite presse. Donc on imagine qu'on a, mettons, je sais pas, mon filet qui est par ici. Je vais avoir mon écrou, mettons, qui va être là pour tenir toute cette vis-là. Puis je vais monter ça sur un plateau ici. Puis là, je vais avoir ma base ici. Pourquoi pas. Ça pourrait être dans l'autre sens aussi. Là, je l'ai fait comme ça, mais c'est pas vraiment tant ça qui est important. Mettons ici, je vais monter pour venir compresser. Je vais vous dire pourquoi je suis en vert. Et donc la force qui va s'appliquer va être évidemment dans le sens là. Donc c'est un petit peu comme si j'étais comme ça. J'ai mon écrou qui est maintenu ici. Puis là, je viens visser. Et j'ai une force qui s'appuie comme ça. D'accord? Donc évidemment, mon écrou, lui, est en train de pousser vers le... Mon écrou est en train de pousser vers le haut. Puis ma vis est en train de pousser vers le bas. D'accord? Pour pouvoir exercer une force de pression. D'accord? Donc pour que ça fonctionne bien, il faut que j'ai ma force d'opposition, ma force normale, qui s'applique dans le sens vers le haut. D'accord? Donc il faudrait évidemment que mon filet, lui, soit orienté un petit peu dans le sens là. Donc on le prend, puis on le tourne de 90 degrés, ce qui fait que mon filet va être un petit peu comme ça. Avec le gros angle ici. D'accord? Et là, je vais avoir ma force normale qui va s'appliquer. Quelque chose comme ça. Alors, comme ça, je viens pouvoir le maintenir. L'orientation n'est pas vraiment tant importante. Ce qui est important là-dedans, c'est de comprendre que la force va être appliquée sur cette partie-là. D'accord? Sur le 3 degrés. Right? Parce que c'est dans ce sens-là que c'est efficace et que ça résiste. Right? Donc, ce filet-là, on voit qu'il a un pas P, donc il correspond encore une fois, la définition est la même, c'est l'espace entre deux mêmes points, entre deux filets adjacents. D'accord? Donc cette distance-là, nous ce qu'on connaît, c'est, on sait que la vis a un TPI, c'est une couleur standard. Ok. Le TPI de cette vis-là, c'est 8, donc ça c'est des filets par pouce. D'accord? Donc le pas, encore une fois, c'est toujours 1 sur le TPI. C'est-à-dire 1 sur 8, c'est-à-dire j'avais 0,125, ma huitième. Est-ce que ça passe si je fais ça? 0,125 pouces. Okay. C'est facile. Quel couple doit-on appliquer sur la vis pour presser jusqu'à une charge de... Ouais, pourquoi j'ai mis une tonne? Je sais pas pourquoi j'ai gardé une tonne, mais ici on va regarder ce qu'on avait dans l'énoncé, là c'est 32 000 livres. Je l'avais mis en métrique au début, j'ai dû changer d'idée au dernier moment, encore une fois. Livre force. Okay. Okay. On va changer ça tout de suite. Où est-ce que c'était ici? Je vais changer tout de suite ça. Livre force. Ok. Non. Encore une fois, pour pouvoir faire ça, on va prendre à peu près la même formule qu'on avait juste avant. Évidemment, le phi va changer et le diamètre primitif va changer.
Ici, pour calculer le diamètre primitif, on va partir sur le même principe géométrique. Donc, on avait notre filet au complet et on va retrancher 2 fois on va enlever 2 fois cette distance-là. D'accord? Ce H1 divisé par 2. Okay. H1, lui, c'est la hauteur du filet. Et H1 est défini ici, dans les géométries de notre filet, comme étant 0,75 multiplié par notre pas. D'accord? Sachant que notre pas, c'est 0,125, on l'a calculé juste avant. On peut dire que mon H1, ça va être 0,75 multiplié par 0,125. Je calcule ça. On arrive à 0,9. Pardon, 0,09. 0,9 375. Ouais. Et donc, mon diamètre primitif, ça va être mon diamètre nominal. Donc, j'avais un diamètre nominal de 1 pouce, moins 2 fois, parce que j'en ai chacun des deux côtés, 2 fois H1 divisé par 2. D'accord? Donc 2 fois cette hauteur qui est ici. D'accord? Donc en fait, ces trucs-là s'en vont. Ici. D'accord? Ce qui me donne, si je fais ça ici, 0,9. Come on. 0,90625. C'est comme diamètre primitif. Ouais. J'avais une question. Ouais. Pourquoi on a pris H1 comme diamètre primitif? C'est pas le diamètre nominal, H1? J'ai pas fait ça. J'ai fait ça? Non, mon diamètre primitif, je viens de le calculer, c'est ça. Le diamètre primitif, Ah, ok, pardon. c'est le diamètre nominal moins H1 en fait. Ok, parfait. C'est beau? Excusez-moi, j'avais mal Problème. compris. Non, c'est beau. D'ailleurs, ici, on le voit, c'est diamètre primitif, on le voit, c'est D2 ici. D'accord? Donc, internal ou external, on s'en fout là. Pitch diameter. Ok, à partir de là, on peut aller calculer le couple. Donc, notre torque ici, c'était la force que j'applique multipliée par le diamètre primitif, divisé par 2, multiplié par mon lead, plus ou moins, plus pi mu diamètre primitif multiplié par la séquente de 3 degrés. Parce que c'est là-dessus que s'applique ma force, donc c'est là-dessus que je vais avoir une certaine composante. Divisé par pi mu, pi dp. Qui connaît ça par cœur pour vrai? Moins mu multiplié par le lead, multiplié par la séquente de 3 degrés. C'est bien le 3, c'est pas un 30 ça. 3 degrés. Okay. Clac. J'ai dû faire ça. Donc là évidemment j'ai une force en livre force, et j'ai des diamètres primitifs, j'ai des distances, etc. J'ai un lead en pouces. D'accord? Donc ça va me donner un couple qui va être directement en livre-pouce, et ça me donne en fait 2900, on va arrondir ça à 81 livre force pouce. Right? Le lead, est-ce qu'on l'avait calculé? Le lead, en fait, ici, c'est pas compliqué, c'est mon pas. Parce que j'ai un seul départ. Je pense qu'on mettait un départ de filet. Un départ de filet. Donc, en fait, ici, si j'écris là, mon lead, c'est mon pas multiplié par le nombre de départs. Donc, en fait, c'est mon pas multiplié par 1.
Donc c'est mon pas. En fait. Donc c'est 0,625 multiplié par 1. Donc j'ai mon diamètre primitif de 0,90625. J'ai mon lead qui est 0,125, un huitième. Frottement, je ne l'ai pas mis ici, mais on a notre vis en acier écrou en bronze, le tout lubrifié. Donc je peux retourner dans le même tableau que lui. Cette fois-ci, on est en bronze, donc ce serait compris entre 0,1 puis 0,16. J'ai dû prendre 0,16, je pense, dans mon calcul, ouais. Je vais le marquer ici. Si j'ai pris mu qui est égal à 0,16, j'ai pris la plus conservative des valeurs. Donner mon couple le plus grand. Puis c'est tout. Ouais. Ok. Ensuite, on a à peu près la même chose. La seule différence maintenant, c'est que je vais avoir, mettons, ma vis qui est ici. Ouais. Juste revenir sur le frottement, il faut bien rappeler l'explication du choix du frottement. J'ai pas entendu, j'ai pas vraiment compris ta phrase. Tu peux répéter s'il te plaît? Allô? Micro cassé. Ouais. Rodrigue? Je pense qu'il voulait que vous reveniez à la démarche. Est-ce que tu m'entends, Rodrigue? Oh, il a disparu. Bon, quand il reviendra, il me dira. Ouais. Fait que en fait, là aussi, on veut calculer le couple. D'accord? Donc, on veut calculer le couple qu'on doit fournir pour baisser la table. D'accord? On a une force cette fois-ci qui s'applique de 200 livres. Donc, le poids s'applique toujours dans cette direction-là. Donc là, j'ai 200 livres force. Mais maintenant, au lieu d'avoir une table qui est en train de monter, ben, ma vis est en train de descendre. D'accord? Donc là, ben, ma force est dans le même sens que le déplacement. Okay. Donc on avait vu que... Oh, c'est pas là. C'est pas non plus. On avait vu que dans ce cas-là, la formule changeait un petit peu. On avait... donc là, c'était dans le sens opposé. Donc j'avais L plus mon pi dp. Puis en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient inverser ici. J'ai moins L plus pi mu dp. D'accord? Et en dessous, d'avoir un moins, on a un plus aussi. D'accord? Donc on inverse les deux termes. D'accord? Donc là où on avait un moins, on a un plus. Puis là où on avait un plus, on a un moins maintenant. Okay? Pour les Acme ou pour les Buttress, peu importe, la séquence s'applique toujours sur le même terme, d'accord? Donc elle s'applique sur elle s'applique là où il y a le coefficient de frottement, d'accord? Là où il y a la normale en fait. Donc là il va falloir le rajouter ici. Donc là on va avoir la séquente de phi, puis ici on va avoir la séquente de phi, d'accord? Donc les termes sont un petit peu inversés, mais on aurait pu le réécrire simplement de la même manière en changeant les signes, tout simplement. Okay? Donc, okay. Donc là, la seule différence qu'on va avoir, c'est que mon couple qui est ici, ça va être encore une fois ma force. Donc cette fois-ci, c'est ma force de 200 livres multiplié par le diamètre primitif. Lui n'a pas changé, divisé par 2 pour donner un couple. Multiplié par, on avait pi mu dp multiplié par la séquente de phi moins L, moins mon lead, qui est en fait mon pas dans ce cas-là, divisé par pi fois le diamètre primitif plus mu L multiplié par la séquente de phi.
Donc, on avait ici 200 livres, force, multiplié par mon diamètre primitif 0,90625, parce que le diamètre primitif n'a pas changé, divisé par 2. Facteur de pi multiplié par 0,16, multiplié par diamètre primitif 0,90625, multiplié par la séquente de 3 degrés, moins le lead qui est en fait 0,125, 1 huitième, divisé par 0,16, mon coefficient de frottement, pardon, j'ai oublié un terme ici, pi, multiplié par mon diamètre primitif, 0,90625, plus mon frottement, mon lead, 1 huitième, multiplié par la séquente de 3 degrés. Donc ce terme-là, on peut le mettre entre parenthèses pour que ce soit plus clair. Ici, on fait ça. Où j'arrivais à 10.46. On va arrondir à 10.5. 10.5. Donc, encore une fois, c'est des livres force pouces. T'es revenu, Rodrigue? C'est quoi ta question alors? Ouais, ma question portait sur le choix du frottement. Bon. Ici, on avait dans le tableau, ce qu'on a dans les notes de cours, je l'ai copié ici. Là. On avait du bronze puis de l'acier qui était lubrifié de mémoire. Ouais, c'est ça, il était lubrifié. Ouais. Donc dans le tableau, ben, on est entre 0.10 puis 0.16. Et puis moi, pour la valeur la plus conservative, celle qui donnera le couple le plus grand, là, si jamais je dois dimensionner mon moteur, c'est elle qui est la plus importante. Donc c'est pas que j'ai pris 0.16 à la place de 0.10. Ok, ok, on a pris. Ok, parfait, c'est bon. Et là, pour l'écrou, est-ce que c'est la même application? Pour l'écrou? Oui. Quel écrou? Ah non, c'est bon, c'est correct. Ici, ouais, effectivement, faut prendre en compte les deux matériaux pour la vis et l'écrou. Mais je vous disais ça que la vis était en acier lubrifié, puis que l'écrou était cette fois-ci en bronze, d'accord? Donc il faudrait reprendre la deuxième colonne. C'est pour ça que j'ai pris bronze ici. Ici. Je vais de la question 3. Déterminer l'efficacité de cette vis. Donc on parlait de avant ici. Je vais la question 3. L'efficacité de la vis, elle est donnée. C'est relativement simple ici. On avait. Okay. L'efficacité de notre vis ici, elle est donnée simplement par le couple qu'on aurait obtenu s'il n'y avait pas de frottement versus le couple qu'on obtient avec frottement. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a le FL sur 2pi, ça va être notre couple finalement sans frottement. Et T ici, c'est le couple que vous avez trouvé initialement dans la question 2. D'accord? Et le rendement ou l'efficacité, c'est le rapport entre ces deux couples-là. On peut calculer ça assez facilement ici. On va faire là. Fait, mon efficacité, ça va simplement être FL divisé par 2pi sur le couple. Ma force que j'appliquais à ce moment-là, c'était 3200 livres force, multiplié par mon lead qui est en fait mon pas, 125, divisé par 2pi, multiplié par le torque que j'avais trouvé, c'est-à-dire 2981 livres-pouces. Puis ça, j'ai dû faire le calcul, on tombait sur 21,4%. Ouais. 4%. Ok. La question 3 pour mettre aussi. Et puis la question 1.
Combien de tours de manivelle doit-on faire pour monter la table de plus de 5 pouces? Bon, ça c'est relativement simple, d'accord? On a 8 filets par pouce. On peut partir de là, d'accord? Moi, si je veux monter de 5 pouces, ben, il faut que je fasse 5 fois plus faut que je fasse 5 fois plus de tours de filet. Donc, environ 40 filets finalement. Donc, 45 tours. D'accord? Ça, étant donné qu'un tour de filet, un filet fait un tour complet. Donc, je peux y aller de cette manière-là. On va faire ça ici. Donc, on peut se dire que pour avancer de 1 pouce, on a besoin de 8 tours. Donc, si je veux faire finalement 5 pouces, ben, je vais avoir besoin de 8 fois 5. 40 tours. Ça va? Yes. Je vais vous laisser l'autre, le dernier pour vous un peu plus tard, là, quand même. Sauf si vous avez des questions sur le dernier. Je ne sais pas si vous l'avez déjà commencé, là, mais on peut faire ça un petit peu plus tard. Sinon, après, on avait les engrenages. Donc, je vous ai fait préparer un document sur les engrenages. Je le trouve. Ah, t'es là. Ok. On a la même chose avec les engrenages. Bon, le premier est assez direct. Là. Je veux dire, c'est assez simple. Puis là, je peux vous le laisser bien tranquille. Ça peut vous mettre en confiance. Deuxième, en fait, tout ça, théoriquement, vous devriez être quand même à l'aise parce que c'est ce que vous avez fait vous en avez fait pas mal en 98 dans votre projet, parce que vous avez une transmission, je pense, à concevoir. Donc, tout ça, vous devriez être quand même à l'aise pas mal avec les rapports d'engrenage, puis les calculs de couple, etc. Donc, ça ne devrait pas être un gros problème. Donc on pourrait facilement passer au 2, voire même au 3. Est-ce que vous avez des questions sur ceux-là, si vous avez déjà regardé ou pas? Là, mais... ça c'est assez simple, ça quand même, on peut dire. Exercice 3, on a un planétaire. Donc là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Peut-être regarder celui-là. Je vous laisse regarder 5 minutes, au moins de savoir de quoi on va parler avant que je commence. Là. Encore une fois, pareil, toute la solution est décrite. Que vous pouvez lisez un petit peu l'énoncé, puis on va regarder ça ensemble après. Oh, ouais, le café, ouais. Ouais, prendre du café, ouais. Ouais.
Ok, on va regarder ça ensemble. Je retrouve la souris. Tac. On va mettre l'énoncé. Comme ça. Good. J'ai plus assez de place, je pense. Parfait. Alright. Fait qu'on a un système d'engrenage planétaire. Puis là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut concevoir un multiplicateur de vitesse. Donc, la plupart du temps, on voulait un réducteur de vitesse. Pour avoir un multiplicateur de vitesse, ça nous prend que notre rapport de réduction, R, je vais écrire au complet, est-ce que ça passe ça? Ouais. Que R soit inférieur à 1. Donc si j'ai un rapport de réduction qui est inférieur à 1, j'ai en fait un multiplicateur, donc ma vitesse va être augmentée. D'accord? Mon rapport de réduction, lui, on l'avait défini comme étant la vitesse d'entrée divisée par la vitesse de sortie, vitesse de rotation évidemment. Et ça correspondait également au nombre de dents à la sortie divisé par le nombre de dents à l'entrée de notre système. Right? Donc, qu'est-ce que j'avais? Ouais. Donc, pour avoir un multiplicateur, un multiplicateur de vitesse, et pour que mon R soit inférieur à 1, il faut évidemment que, dans ce cas-là, si je prends juste ce terme-là, il faut que W à la sortie, ou oméga à la sortie, soit plus grand que ma vitesse à l'entrée, ce qui est assez logique parce qu'on veut évidemment multiplier la vitesse. Puis dans ce cas-là, il faut que mon nombre de dents à l'entrée soit plus grand que mon nombre de dents à la sortie. D'accord? C'est un petit peu ça que je veux faire. Donc si on regarde un petit peu comment est conçu un engrenage planétaire, on avait ce cours-là. Donc on avait la partie planétaire par... Ok. Puis dans la partie planétaire, on avait des cas relativement simples où on choisissait de bloquer un des éléments. Alors c'est sûr que dans un planétaire, on peut choisir de prendre les 3 mobiles. Okay. Puis dans ce cas-là, on a cette formule de base ici, qui est la relation de Willis, qui nous permet de calculer les différentes vitesses pour les différents éléments. Mais la plupart du temps, on va quand même choisir de bloquer un des éléments. Donc, soit on bloque la couronne extérieure, soit on bloque le porte-planète, etc. Puis on peut rentrer ou sortir dans un des ou l'autre des éléments. Donc, de manière générale, le nombre de dents sur la couronne, donc ce qu'on appelle Z3 ici, est toujours plus grand, parce qu'évidemment la couronne est à l'extérieur. Donc le nombre de dents que je vais avoir sur ma couronne va nécessairement être toujours plus grand que le nombre de dents que je vais avoir sur mon soleil. D'accord? Donc si je reprends ce que j'avais écrit ici, donc j'ai mon nombre de dents sur ma couronne, sur mon ring, qui est toujours supérieur à mon nombre de dents sur mon soleil ou sur mon sun. D'accord? Donc, pour avoir un multiplicateur de vitesse, il faut finalement que ma couronne corresponde à mon entrée et que, c'est sorti puis sun, mais il faut que mon sun ici corresponde à la sortie. D'accord? Donc je peux par exemple faire ce genre de choses là. C'est sûr que dans mon cas, moi, je vais décider de bloquer ou de bloquer un des éléments. D'accord? Donc pour avoir
un multiplicateur, d'accord, on remarque que, ici, je vais me mettre ici plutôt. Okay. Ici, j'ai plusieurs possibilités, d'accord. Soit je bloque mon ring, je bloque on voit pas la souris, on va mettre ici. Soit je bloque mon ring au 3, soit je bloque mon soleil, donc le 1 qui est ici, on voit qu'il fait partie du bâti. Soit je bloque mon porte-planète, d'accord. C'est sûr que dans tous les cas, le cas pour lequel on obtiendra toujours le plus grand rapport, que ce soit de réduction ou de multiplication, c'est toujours quand je bloque ma couronne. D'accord? Parce qu'on le voit ici que je vais diviser quelque chose de petit par quelque chose de petit plus quelque chose de grand. D'accord? Là, je vais multiplier par quelque chose de grand divisé par quelque chose de grand plus un peu petit. Donc, j'aurai un petit rapport. Puis ici, ben, j'aurai comme si j'avais un cas de train normal parallèle. D'accord? Donc, celui-là, c'est toujours celui où on obtient le plus grand rapport. D'accord? Et pour savoir si on va avoir un rapport de réduction ou de multiplication, tout ce qu'on a à faire, ben, c'est soit rentrer sur le soleil, soit rentrer sur le porte-satellite. D'accord? Donc moi, ce que je vais faire, si je veux avoir un rapport de multiplication, il va falloir que je rentre sur mon porte-planète, ici, mon porte-satellite, et je vais sortir beaucoup plus vite avec au niveau de mon soleil. Donc, par exemple, c'est comme si j'avais ça ici. Donc, je pourrais très bien décider de rentrer sur mon soleil. D'accord? Donc, on voit que mon porte-satellite tourne à une certaine vitesse. D'accord? Relativement lentement. Alors que si je fais l'inverse, d'accord? On voit que mon soleil, lui, tourne relativement vite. D'accord? Il tourne pas mal, même plus vite que... Bon, il y a un petit peu de jamais. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on va décider lequel est lequel. Donc, c'est pas le bon. Donc, si je bloque, okay. Donc, si on décide déjà de choisir le plus grand rapport, il faut qu'on bloque notre ring. Puis si on bloque le ring, ça nous amène à cette formule-là. Je vais la recopier. Ça, c'est la vitesse du porte-satellite divisée par la vitesse 1, c'est mon soleil. Sun ici. Et ça, c'est égal à le nombre de dents de mon soleil divisé par le nombre de dents du soleil plus le nombre de dents du ring. D'accord? Si je fais ça dans ce sens-là, d'accord, j'ai mettons quelque chose de relativement petit, d'accord, divisé par quelque chose de grand. D'accord? Donc ça m'amène forcément à un rapport de réduction qui va être inférieur à 1. Donc c'est exactement ce que je veux. C'est-à-dire que je vais avoir un rapport de multiplication. D'accord? Donc c'est exactement ce que je veux. D'accord? Donc c'est pour ça que ça, je décide que c'est mon entrée. Puis ça, je décide que c'est ma sortie. D'accord? Ça va? Ouais. Donc comme ça, on va avoir un multiplicateur de vitesse. Quel est le rapport de multiplication qu'on va avoir? Là, on peut le calculer assez facilement. Mon R. Est-ce que j'ai les nombres dedans? Je vais me poser le nombre dedans. En fait, j'ai mon rapport de vitesse, je pense. Ok, on nous disait qu'on avait une... Ok, on tourne à 3000 RPM en entrée, on sort à 9500 RPM. Donc on a 3000 divisé par 9500, c'est-à-dire 0.3
ça en 16, mettons. En 16. Ouais. C'est pratiquement ça. Ok. Déterminer le nombre de dents pour la couronne et pour le soleil. Okay. Donc là, ça paraît un peu barbare comme ça. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser deux relations relativement simples. Donc, si on reprend le PowerPoint qu'on avait, okay. On sait que le nombre de dents sur la couronne, en fait, dépend un petit peu du nombre de dents qu'on va avoir sur le Soleil puis sur les planètes. D'accord? Si on connaît les deux ici, ben, finalement, on est obligé d'avoir un certain nombre de dents sur le ring. Okay? Et en plus de ça, dans notre cas à nous, on va avoir une autre contrainte, c'est qu'on va être limité par le rapport de réduction, le rapport de multiplication qu'on a déterminé juste avant. D'accord? Donc, on va prendre ces deux formules-là. Et à partir de ces deux formules-là, ben, on va pouvoir revenir au nombre de dents de chacun des éléments, donc de mes planètes et de ma couronne. Non, pardon, de mon soleil et de ma couronne. Parce que je connais le nombre, en fait, je connais le nombre de mes planètes. Donc, ce que je sais, c'est que mon rapport de réduction, R ici, ça va être le nombre de dents de mon soleil divisé par le nombre de dents de mon soleil plus le nombre de dents de mon ring. D'accord? Puis ça, on le connaît, ce rapport de réduction-là, il valait en fait 3000 divisé par 9500, pour être exact. Right? Et la deuxième relation qu'on avait, c'est celle qui était définie en fait par le rapport entre les, ou du moins la relation entre les, le nombre de dents, entre le nombre de dents de ma couronne, et les nombres de dents entre mon soleil puis mes planètes. D'accord? Donc c'était le nombre de dents de mon soleil plus 2 fois le nombre de dents de mes planètes. Oups. Donc un A. D'accord? Puis à partir de là, ben, on peut évidemment substituer tout ça. D'accord? Donc ce que je peux faire, c'est remplacer là-dedans mon ring par... Donc je peux remplacer dans le rapport de réduction ici que Zsen c'est égal à Zsen plus mon ring qui est ici, en fait je peux le remplacer par simplement Zsen plus 2 fois mon nombre de dents sur mes planètes. D'accord? Puis c'est sûr qu'après, ben, il va falloir que je simplifie un petit peu tout ça. D'accord? Donc ce terme-là, je peux évidemment le mettre ensemble. Donc ça, j'aurais pu écrire... Bon, attends, je vais le laisser comme ça, puis je vais simplement le mettre en dessous. Je vais mettre Zsen divisé par... Ici, j'ai 2 fois le nombre de dents de mon soleil, plus 2 fois le nombre de dents de mes planètes. C'est R. Je peux mettre évidemment mon 2 en facteur. Je peux passer ça de l'autre côté. Je vous ai mis la démarche un petit peu sur le fichier Excel. C'est juste un petit peu de l'algèbre mathématique un petit peu barbare. Là. Barbare. Ça reste quand même gentil. Mais au final, on arrive avec une relation qui nous dit que le nombre de dents de mon soleil est égal à 2 fois le rapport de réduction multiplié par le nombre de dents de mes planètes divisé par 1 moins 2 fois le rapport de réduction. Puis à partir de là, on peut trouver évidemment le nombre de dents sur mon soleil, parce que je connais le nombre de dents des planètes. Donc ça me donnerait finalement 2 fois mon rapport de réduction. Pour être exact, ce serait 3000 sur 9500. Multiplié par 14, parce que j'ai 14 dents sur mes planètes, divisé par 1 moins 2 fois,
encore une fois 3000 divisé par 9500. Et là, je trouve un nombre dedans pour le soleil de 24. Okay. Puis si je replace ça dans ma première formule, en fait dans la deuxième formule, dans ma numéro 2 ici, donc à partir de la 2, je peux trouver que le nombre dedans de mon ring, ça va être en fait 24 plus 2 fois 14, c'est-à-dire 52 dents. Oh, pardon. Il y a un truc là. Comment c'est ça en dessous? J'écris sur ma face. Donc à partir de la formule 2, on a le nombre de dents sur la couronne. C'était, j'avais dit, 14 plus 2 fois... c'est l'inverse, pardon. 24 plus 2 fois 14. C'est-à-dire 52 dents. Ok. Ça va? Je vous entends pas beaucoup. On est en pleine réflexion. C'est trop simple pour vous? Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Je peux remonter ici. Un nombre dedans. Ok. Quelle distance va séparer le centre des planètes et le centre du Soleil? Donc en fait, on veut avoir cette distance-là. Ce qui m'intéresse, ce serait d'avoir la distance qui va séparer. En fait, ce qui va séparer ces deux axes-là. Sébastien, Ouais. je comprends, le nombre de couronnes est égal à 8 plus les 2 planètes. On a 3 planètes. On a pris 3 au lieu de 2. Pris 3? Où c'est j'ai pris 3? On a 3. Le système solaire, il y a 3 sur le chemin. Sauf si j'ai mal compris. Où est-ce que j'ai écrit 3, moi? Non, c'est moi qui pose la question, c'est ma question. Ah, 3 parce qu'il y a 3 planètes, c'est ça? Là, on parle, Ouais. c'est basé sur le diamètre, en fait. Ok. De base, le nombre de dents est proportionnel au diamètre puis au module. Ok. Comme c'est un système d'engrenage, ils doivent nécessairement avoir le même module pour être compatibles. D'accord? Donc, je vous rappelle que le module d'un engrenage, c'est le diamètre primitif divisé par le nombre de dents. D'accord? Donc, je peux remplacer facilement mon diamètre primitif par mon module multiplié par le nombre de dents. D'accord? Donc, ça veut dire que dans ma formule ici, quand je me suis dit que ici, le diamètre primitif de ma couronne, ben, visuellement, c'est bien égal au diamètre de ce soleil ici, plus un diamètre, plus 2 diamètres. D'accord? Pas 3 fois le diamètre. Si je refais mon schéma ici. Là. Ok, j'ai mon soleil qui est au milieu. J'ai, mettons, des planètes qui sont quelque part par là. On va en faire 3. Okay, puis j'ai ma couronne qui est tout autour. C'est là que c'est bien difficile à dessiner. Ok, c'est bien. Okay, donc ce diamètre-là, c'est bien égal à ça. Plus 2 fois cette distance-là. D'accord? Peu importe combien j'ai de planètes. D'accord? J'ai des planètes, je peux en refaire plein au milieu là, si je veux. D'accord? Si j'en remets 3 autres, ça ne changera pas le diamètre. Ok? Ça va? Ça va? Ouais. C'est bon, merci. Super. Ouais. Ok. Donc, dernière question, c'était, je sais plus.
Ah ouais, Anthrax. Bon, bah Anthrax, ben, en fait, ouais, ok, je viens d'effacer, mais c'était presque ça qu'on avait. Euh, donc, dans le fond, on avait besoin de trouver la distance entre ce pignon qui est ici, donc en fait mon soleil, et les planètes. Ok, c'est pas ça du tout. Les planètes qui sont autour. Donc, en fait, on revient à un système classique de deux engrenages, d'accord? Donc, j'ai besoin en fait de cette distance-là, sachant que je connais le nombre de dents de chacun, et puis le module aussi. D'accord? Donc moi, je veux cette distance C qui est ici. D'accord? Donc en fait, on sait que ça va être le diamètre de mon pignon, plus le diamètre, en fait, pardon, pas du pignon, on va appeler ça le soleil dans ce cas-là, plus le diamètre de ma planète, divisé par 2. D'accord? Je connais pas les diamètres ici, mais je connais le module de mes engrenages. Donc je peux remplacer, comme j'avais dit ici, le module c'est en fait le diamètre divisé par le nombre de dents. Et donc mon diamètre c'est en fait mon module multiplié par le, le nombre de dents. Donc je vais remplacer tous mes diamètres par le module fois le nombre de dents. Ce qui me donne que finalement c'est mon module, parce que je peux le mettre en facteur, vu que c'est le même pour chaque engrenage, parce que c'est le même système, multiplié par le diamètre, pardon, par le nombre de dents de mon soleil, plus le nombre de dents de mes planètes, de ma planète, divisé par 2. Right? Si j'ai fait ça quelque part, on arrive à 14,25. Puis c'est en millimètres. Alright. Donc en fait ça c'est ça c'est mon diamètre de planète divisé par 2. Et puis ça c'est diamètre de soleil divisé par 2. Okay. C'est beau? Ouais. Parfait. Good. Qu'est-ce qu'on avait d'autre de compliqué là-dedans? Non, c'est pas ça. Ouais. On pourrait faire le 4. Ouais, on peut faire le 4. Ok. Conserver ça. Tac. Good. Super. Ok, fait que ici on a un système d'engrenage. En fait, on a deux arbres sur lesquels sont montés des engrenages. En fait, on a un réducteur, je pense, un réducteur de vitesse. Donc simple étage parce que finalement on vient rentrer notre puissance au niveau de l'arbre ici. On voit qu'on a la petite chemin de clé ici. Donc on rentre de la puissance ici, on passe à travers l'engrenage B et on va être capable de ressortir de la puissance au niveau de l'engrenage C. D'accord? Pardon. Puis à partir de l'engrenage C, on pourra monter quelque chose qui aura un engrenage ou peu importe. D'accord? C'est pas forcément très très réfléchi comme système, c'est moi qui l'ai fait que c'est pas forcément le plus intelligent du monde. On connaît un petit peu les propriétés de certains des éléments qui sont montés là-dessus. On va essayer de résumer ça. Fait que, réducteur de vitesse, simple étage. Donc on a des dentures hélicoïdales. En fait, les deux, les A et B, c'est des dentures hélicoïdales. Voilà.
Le module, c'est 4 mm. À l'entrée, là. Donc, le petit engrenage, c'est-à-dire engrenage A, on va appeler ça ZA. C'est 16 dents. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On ne connaît pas le nombre de dents sur l'engrenage B. Oui, parce qu'on connaît le rapport de réduction. Okay. Et qu'on connaît R qui est de 3,25. Okay. Puis pour les propriétés géométriques des engrenages là, on a je pense que je mettais ça. C'est plus alpha pour l'angle de pression, mais c'est pas grave. C'est ça qu'on a notre de cours. Fait qu'on avait l'angle de pression ici qui était de 20 degrés, puis on avait l'angle d'hélice qui était de 30 degrés. Rapport de réduction. Le troisième engrenage, lui, c'est denture droite. Donc pour notre engrenage C, on a denture droite. Probablement qu'ici on a encore un angle de pression de 20 degrés. Si c'est pas marqué, on prend évidemment lui comme référence, c'est le plus commun. 35 dents. On a un module de 5. Okay, le point de sortie c'est en haut, ça va être important pour trouver en fait le sens ici ou la direction des forces appliquées. Et on transfère une puissance de 200 watts, donc il y a beaucoup d'informations là-dessus. Égal à 200 watts. Et l'arbre à l'entrée, donc l'arbre sur lequel est monté l'engrenage A, tourne à 125 RPM. Donc en fait, lui ici, il tourne à 125 RPM. Cool. Bon. Ok, première question relativement simple. Là, on va chercher le nombre de dents de l'engrenage B, ce qui est relativement simple vu qu'on a le nombre de dents de l'engrenage A puis le rapport de réduction. Donc je sais que mon rapport de réduction, dans mon cas à moi, ça va être le nombre de dents en sortie divisé par le nombre de dents à l'entrée. Donc à la sortie, ça va être l'engrenage B. Et à l'entrée, ça va être mon engrenage A. Puis ce rapport de réduction-là est égal à 3,25. Donc, le nombre de dents qu'on cherche, c'est quoi? C'est B. Va être égal à ZA multiplié par 3,25. Donc, j'avais 16. 16 multiplié par 3,25. Il y a 52 dents. Ok. À quelle direction du repère x, y, z, donc j'avais fait un petit repère ici, correspondent les composantes radiales, tangentielles et axiales. Okay. Donc là on parle évidemment entre les deux, j'imagine, engrenages A et B pour l'instant. Ouais. Okay. On fera les deux au pire après. Donc je peux les dessiner en fait, c'est plus simple. Okay. Donc entre les engrenages A et B, la composante tangentielle va s'en aller évidemment donc, au contact entre les deux ici. Donc elle va être dans cette direction-là. Donc dépendamment de qui appuie sur quoi, ben, la direction évidemment va changer. Là.
Donc je vais le faire dans une direction arbitraire, mais dans un sens arbitraire, mais au moins on aura la direction. Donc ça va être, mettons, ma composante tangentielle. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire le même sens du repère. Ça va être plus simple. Donc ça va être mon repère comme ça. Donc ça va être ma composante tangentielle. D'accord? Et ma composante radiale va être selon l'axe des Z. D'accord? Et ma composante axiale, elle, va être selon l'axe des X. D'accord? Pour l'engrenage C, ça change un peu. Okay? Imaginez que c'est comme si on avait un autre engrenage qui serait monté par-dessus ici. Donc avec son axe qui serait quelque part par là. Quelque chose comme ça. C'est vraiment le plus beau truc du monde. Donc là, la composante tangentielle, elle sera évidemment entre les deux engrenages. Donc, mettons orienté comme ça. Donc ça, ce serait ma composante tangentielle. Ça serait ma composante radiale. Et puis, ça ne change pas. Ça reste ma composante axiale. D'accord? Ça va? Évaluer quels sont les efforts exercés sur l'arbre primaire par l'engrenage A. Ouais, ok. Selon... Ok. Donc en fait, j'ai fait les deux dans le solutionnaire. Ça va être la même force, juste la direction qui change. Si on regarde, on aurait pu regarder aussi les forces exercées par l'engrenage B sur l'arbre secondaire. Ça aurait fonctionné aussi. La direction serait un peu différente. Okay. Ok, on va se mettre à côté, en fait après. Un peu plus de place. Ok. Donc si je refais mes deux engrenages, mettons que j'ai mon primaire qui est ici. Puis mon secondaire qui est un petit peu plus gros. Okay. Mon sens de rotation ici, il est noté dans le schéma, il s'en va dans le sens horaire, ma vue de face. Donc ça, ce serait mon sens de rotation. Okay. Donc si on représente la direction pour les efforts, je vois que lui, c'est mon menant. Donc le vert, c'est mon menant. C'est lui qui appuie sur le mené. Okay. Donc, si je représente ça en vert, lui, il appuie vers le bas. D'accord? Donc, il a tendance à pousser vers le bas mon engrenage qui est mené. D'accord? Donc, on va avoir une force tangentielle qui va se répercuter sur l'arbre qui va être selon ce sens-là. D'accord? Donc, ça serait ma W tangente exercée par l'engrenage A sur l'engrenage B. Et la réaction, évidemment, en contrepartie, mon engrenage B exerce une force de grandeur égale, mais de direction, de sens opposé. Donc, je vais le faire en rouge. Lui, il va aller vers le haut. Donc ça, ce serait ma composante tangentielle exercée par B sur l'engrenage A. Et sur l'arbre aussi. En termes de composante radiale, c'est relativement simple, on l'avait dit. Les engrenages ont toujours tendance à vouloir s'écarter, à se repousser, d'accord? Donc la composante radiale, elle, va aller dans le sens opposé. Ça serait ma composante radiale exercée par B sur A. Et inversement, on aurait la composante radiale exercée par A sur B. D'accord? Ici, les grandeurs, peu importe ce que vous allez calculer, ça va être la même. D'accord? Donc, c'est sûr que le couple entre les deux va changer, parce qu'évidemment, on modifie le couple, mais la puissance reste la même. D'accord? Et comme vous changez les diamètres aussi, ça revient à la même chose. Donc, on va faire le calcul un petit peu après. En fait, on va faire le calcul tout de suite. Il faut juste voir la composante axiale, parce qu'ici, on va avoir une composante axiale. Donc, si je représente. Donc là, c'est difficile à voir, axial comme ça. Donc, on va le représenter vu de dessus. Donc, j'ai ça ici, et j'ai ça, comme ça.
Donc, si on regarde comment s'en va les pas d'hélice ici, ils s'en vont vers l'arrière, d'accord? Donc, ils s'en vont vers le. Si je regarde ça vue de dessus, ils s'en vont comme ça. Alors, ça c'est. D'accord? Je vais mettre de même. D'accord? Donc, on aurait comme un engrenage gauche, un engrenage droite à gauche, un engrenage droite et un engrenage gauche à droite. D'accord? Ici, ma composante tangentielle va arriver, donc elle va pousser comme si j'étais par en haut, donc à travers ma feuille. Et ça implique que mon engrenage à gauche, lui, va avoir tendance à s'écarter, donc je vais le faire en rouge, encore une fois. Comme ça. Et lui, pousser comme ça. Donc ça, c'est la force axiale exercée par A sur B. Et ça, c'est la force axiale exercée par B sur A. C'est la réaction. En termes de grandeur, on va aller calculer ça. Donc, on avait des formules pour ça. Je vais les remontrer ici. Donc, dans les notes de cours, on avait que... Ici. Bon, t'es dessus. Bien. OK. La composante tangentielle, ici, elle dépend du couple appliqué et du diamètre primitif, divisé par 2. Donc, on avait en fait... on termine que la force qui est ici, c'est mon couple divisé par la distance. Comme un moment de force. Donc, la composante tangentielle, peu importe c'est laquelle qu'on regarde, WT, ça va être mon couple divisé par, on peut mettre ça même au-dessus, 2 fois le couple divisé par le diamètre primitif de mes engrenages. Okay? Pour faire ça, j'ai besoin de mon couple. Moi, ce que je connais, c'est ma puissance. Je sais que ma puissance, c'est 200 watts. Et ma puissance, c'est également égal à C multiplié par ma vitesse angulaire. Donc, on est en métrique ici. Donc, on va avoir ma puissance qui va être égale à mon couple en newton-mètre multiplié par ma vitesse ici angulaire en rad par seconde. Donc, il faut que je convertisse ça. Donc là, je vais avoir 200 qui va être égal à mon couple que je cherche, multiplié par... J'avais une vitesse, donc si on le prend à l'entrée, on a une vitesse de 125 RPM, multiplié par... Donc là, je vais le mettre en rad par seconde, donc multiplié par 2pi sur 60. Pour modifier mes 1 tour, c'est 360 degrés, et on convertit les minutes en secondes. Ce qui me donne un couple de, mettons, environ 15,3 Nm. Ensuite, j'ai besoin de mon diamètre primitif. Donc, à l'entrée, donc là, on a pris la vitesse à l'entrée. Donc, ça me prend que je connaisse aussi mon diamètre primitif à l'entrée. Okay? Là, ça aurait été peut-être important de le noter. À l'entrée. Donc, mon diamètre primitif pour l'engrenage A, ça va être, on a dit, Z multiplié par le module. Donc, à l'entrée, on a dit que j'avais 16 dents et que mon module, c'était 4 mm. Ce qui nous donne 64 mm. Ouais. Le fait que je me suis pas trompé et que j'ai bien pris les bonnes unités là-dedans. Ouais, j'ai bien changé ça. Parfait. OK. Donc, ici, on fait attention, on a bien... on a des millimètres pour le diamètre primitif, puis on a trouvé des newton-mètres dans notre couple. Donc, il faudra penser à changer ces unités-là. Fait
ma composante tangentielle va donc être égale à 2 fois mon couple, c'est-à-dire 15,3 environ Newton-mètre, divisé par le diamètre primitif, c'est-à-dire 64 que je vais mettre en mètres. C'est la moins 3. Ce qui me donne une composante tangentielle de 477 environ Newton. Right? Ensuite, pour aller chercher la composante radiale, on sait que ça va dépendre de l'angle de pression. Donc on a que la composante radiale ici, on a que la composante radiale est égale à ma composante tangentielle multipliée par tan de mon angle de pression pour retrouver cette composante ici. Donc, composante radiale, c'est 477 environ. J'ai pris la valeur exacte, mais c'est pas grave. Tan de mon angle de pression qui était de 20 degrés. Ce qui donne, à mon cas, 173, non 174. Est-ce que à l'examen, il va falloir faire un schéma comme ça ou ce sera juste des calculs? Bah, il faudra probablement faire des schémas, ouais. Pourquoi? Ça me panique. Pourquoi? Non, pour... C'est des réactions. Bah, c'est sûr que c'est des réactions, puis c'est des forces de réaction. Ok. Peut-être pas, au moins pour les tangentielles puis radiales. Peut-être pas nécessairement pour l'hélicoïdal, là, mais au moins les plus importantes, ça va être au moins les radiales puis tangentielles. Et finalement, le axial, donc ma composante axiale, elle dépend de l'angle d'hélice. D'accord? Donc, si on continue comme ça, ici. Okay. Donc là, notre composante axiale dépend simplement du tan de mon angle d'hélice. D'accord? Donc, je sais que ma composante axiale, Wx, c'est simplement ma composante tangentielle, encore une fois, 477 multiplié par tan de mon angle d'hélice, c'est-à-dire 30 degrés. Okay. Puis là, on trouve... Et là, on trouvait une composante de 275, 260, en fait 16 même, Newton. D'accord? Puis évidemment, c'est une force de action-réaction. Donc celle qu'on a trouvée d'un côté est valide de l'autre aussi. Si on néglige évidemment les pertes. D'accord? Évidemment, si on prend en compte la friction dans notre système d'engrenage, donc on considère que le rendement n'est pas de 100%. Dans ce cas-là, oui, effectivement, les forces seront peuvent être différentes. Parce qu'on perd un petit peu de puissance, on perd un peu de couple de l'autre côté. Donc il y aura moins de force de l'autre côté. Est-ce que ça va? On vient encore de reperdre une personne. On a perdu qui? Ensuite, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait la même chose, je pense. Quels sont les efforts tangentiels et radiaux induits sur l'arbre secondaire par l'engrenage C? Donc, la seule différence qu'il va y avoir les deux différences qu'il va y avoir avec avant, c'est qu'on modifie un petit peu l'angle, du moins le repère sur lequel on va voir tangentiel et radial. Et la deuxième chose, c'est que ma composante axiale, qui est ici, en fait, va être nulle parce que j'ai un engrenage de denture droite. D'accord? Sinon, on devrait avoir à peu près la même chose. D'accord? Donc, si on refait ça, cette fois-ci, j'ai mon engrenage qui va arriver ici. Okay. Puis je vais avoir une sortie qui va être quelque part par là. Je ne sais pas trop encore ce qu'il va y avoir, mais peu importe. Tout ce que je sais, c'est que je vais transférer 200 watts, parce qu'on néglige le rendement ici, je pense. Ça me semble, je vais quand même vérifier. Ouais, on néglige le rendement ici, d'accord?
Donc là, ce qui change un petit peu, c'est que ça, c'est mon sens de rotation. Donc, ça veut dire que sur l'arbre secondaire, on va tourner maintenant dans le sens opposé, donc dans le sens anti-horaire. Donc ça va aller dans ce sens-là. D'accord? Donc si je vais dans ce sens-là, ça veut dire que mon engrenage qu'on a appelé C, mon engrenage C, lui, il applique une force qui s'en va vers la gauche sur mon engrenage de sortie, S. D'accord? Donc je dessine ça, lui il va vers la gauche. D'accord? Ça évidemment c'est ma composante tangentielle. D'accord? Donc exercée par C sur la sortie. Okay? En contrepartie, la réaction, c'est que mon engrenage de sortie exerce une force de même grandeur, de même direction, mais de sens opposé. D'accord? Donc, sens opposé, c'est comme ça. Donc là, on a ma composante tangentielle exercée par la sortie sur mon engrenage C. Okay? Puis dernière chose, la composante radiale, elle a tendance à écarter les engrenages. Donc on les fait aller dans le sens opposé. Donc ça, c'est ma composante radiale exercée par ma sortie sur l'engrenage C. Et dans ce cas-ci, il n'y a pas de composante axiale, étant donné qu'on a un engrenage à denture droite. Donc, le principe est le même. La seule différence ici, c'est qu'on a changé un petit peu on a changé le module, on a changé le nombre de dents. Le couple a changé parce qu'on est passé par un système de réduction. Donc, donc mon couple, c'est le couple au niveau de mon arbre secondaire. Donc cette fois-ci, j'ai changé ma vitesse. D'accord? En fait, j'ai diminué de 4,25 ma vitesse. Donc si je recalcule mon couple, c'était toujours 200 watts parce qu'on a négligé évidemment l'efficacité. Si j'avais pris en compte l'efficacité, il aurait fallu multiplier ici par mon rendement. On va avoir 200 HP divisé par ma vitesse de rotation. Donc j'avais 125 RPM à l'entrée. J'ai divisé ça parce que j'ai un réducteur de vitesse. Je l'ai réduite de 3,25 parce que c'est mon rapport de réduction. Puis là, il faut juste que je la convertisse en rate par seconde, donc multiplié par 2pi sur 60. Qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est vrai que j'aurais pu faire ça aussi. En fait, c'est vrai. Je vais vous montrer l'autre truc que j'avais. Oh, shit. Donc ça, on arrive à théoriquement 49,7 Nm. Effectivement, ce que j'aurais pu faire, je ne sais pas pourquoi j'ai pas fait ça tout de suite, c'est que mon couple sur le secondaire, c'est en fait mon couple sur le primaire, multiplié par le rendement, multiplié par le rapport de réduction. Donc ici, lui, c'est 100%. On dit qu'on l'a négligé. Et mon rapport de réduction, c'est 3,25. Donc c'est sûr que si je réduis ma vitesse de 3,25 ici, j'augmente mon couple de 3,25. Donc ce que j'aurais pu faire aussi, c'était prendre la valeur que j'avais trouvée avant, 15,27 ou 15,3 j'avais mis, je pense, pour arrondir, multiplié par 3,25. Ce qui m'aurait donné la même chose. 49,7. Ce qui est en fait peut-être même presque plus simple. Donc à partir de là, je peux aller chercher ma composante. Non, j'ai besoin de mon diamètre primitif, pardon. Donc mon diamètre primitif de mon engrenage C, c'est le nombre de dents multiplié par le module. On a dit dans l'énoncé qu'on avait un engrenage de 35 dents et un module de 5. Donc 35 dents multiplié par 5, on arrive à un engrenage de 175 mm, ce qui me donne que ma composante tangentielle de ma force, c'était 2 fois 49,7 divisé par 175 10 à la moins 3 pour le mettre en mètres. Ce qui me donne 500...
567,5 Newton. Ok. C'est sûr que les composantes sont pas mal plus élevées, vont être un petit peu plus élevées. On a augmenté le couple, donc la force évidemment sur l'engrenage va être un petit peu plus élevée. Ensuite, ma composante radiale, elle dépend encore une fois de ma composante tangentielle, donc 567,5 multiplié par tan de mon angle de pression. Ici, je vais prendre 20 degrés, ce qui me donne un 206,6 newton. Ok. Ça va? Ouais. Cool.